Alors, j'ai voulu introduire ce cours par cette photographie qui est une reconstitution, bien évidemment. C'est quoi? C'est une grande photo de famille de l'humanité, ou plus précisément des ancêtres. Alors, nous, les Homo sapiens, nous sommes ici. Mais tous les hominidés que vous voyez autour, mais effectivement, ce sont à divers degrés nos ancêtres ou nos lointains cousins. Alors, on va parler dans le premier thème de l'année de sixième de la préhistoire. Alors, ce chapitre-là, il ne concerne que la période qu'on appelle le Paléolithique. Le Paléolithique, c'est quoi? C'est la période qui voit l'apparition des premiers hominidés, des ancêtres de l'homme, d'accord? Les premiers australopithèques, qui sont quand même très loin de nous, puisqu'ils sont apparus il y a à peu près 3 millions d'années, et qui vont être suivis par une succession d'étapes dans notre évolution, d'accord? L'espèce humaine va évoluer, plus on va avancer et plus l'homme va grandir, va devenir intelligent et savoir faire des choses, jusqu'à arriver à nous, Homo sapiens, d'accord? Alors, le Paléolithique, c'est donc la période qui va de l'apparition des premiers hommes, des australopithèques, jusqu'à la naissance de l'agriculture. Durant toute cette période, les hommes sont nomades, c'est-à-dire ils se déplacent. L'agriculture, dont on parlera dans un autre chapitre, c'est une véritable révolution, parce qu'elle va rendre les hommes sédentaires, c'est-à-dire qu'ils vont inventer les villages et les villes. Et la période dite de la préhistoire se termine avec la naissance de l'écriture. Je l'avais déjà dit en cours, l'écriture, c'est le moment qui marque l'entrée dans l'histoire. Pourquoi? Parce que là, on a des témoignages écrits et plus simplement archéologiques. On trouve des traces volontaires des hommes, on commence à connaître les langues, leurs lois, leurs noms, leurs prénoms, les noms des rois, des reines, des royaumes, et surtout leurs pensées, leur mythologie. Donc l'écriture nous donne accès à une connaissance bien plus intime de l'humanité. Mais aujourd'hui, et dans la deuxième partie de la vidéo, on ne parlera que du paléolithique, ce qui veut dire vieille pierre, ancienne pierre en anglais, en grec. Donc, vous allez noter très simplement cette toute petite trace écrite sous la frise, d'accord? On appelle préhistoire la période qui divise l'histoire humaine, qui précède l'apparition de l'écriture, d'accord? Se divise en deux périodes, le paléolithique et le néolithique. Ça, c'est à connaître absolument. Alors, j'ai employé un mot tout à l'heure, j'ai parlé lors de la photo de famille, j'ai dit le mot hominidés. Eh bien, les hominidés, c'est l'ensemble du genre animal qui est comme nous, c'est-à-dire qu'il a deux bras et il marche sur deux pattes. Ce sont les bipèdes qui sont plus ou moins proches des hommes. Alors, vous voyez ici des squelettes de chimpanzés ou de gorilles, et là, vous me dites, c'est normal, monsieur, l'homme descend du singe. Eh bien, non, pas exactement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'homme ne descend pas du singe, il est cousin avec le singe. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce qui fait que vous êtes cousin avec vos cousins ou vos cousines, si vous en avez, c'est qu'en fait, vous avez les ancêtres communs. Si c'est des cousins germains, il s'agit de vos grands-parents. C'est-à-dire que si on remonte dans votre arbre généalogique, on tombe évidemment sur la même personne. Alors, on pense qu'il y a plusieurs millions d'années, vous voyez là, ici sur l'arbre généalogique, on vous montre à plus de 7 millions d'années, il y a dû avoir un primate, bipède, on ne sait pas exactement, mais qui a été l'ancêtre commun de ce qu'allaient devenir les hommes et de ce qu'allaient devenir les singes. À partir de là, cette espèce s'est divisée en deux. Il y a un groupe qui donnera les singes, qui sont nos lointains cousins, et il y a un groupe qui va évoluer différemment, puisqu'il va donner naissance à un bipède d'un type particulier qui s'appelle l'australopithèque, et on va voir qui c'est cet australopithèque. Alors, tout d'abord, on regarde un peu une carte. Sur cette carte, vous avez plein de différentes espèces humaines qui n'ont pas vécu la même période puisqu'elles se sont succédées. Avec les fossiles d'Australopithèque, on a trouvé les plus anciens fossiles, ils avaient 2,5 millions d'années, d'accord? Et on en a trouvé donc en Afrique de l'Est et même un petit peu en Afrique du Sud. Ce qui fait qu'on se demande s'il n'y a pas eu, si ce n'est deux centres d'apparition en tout cas, s'il n'y a pas eu, l'espèce n'a pas vécu à la fois sur la corne de l'Afrique, ici, l'Afrique de l'Est, et en Afrique du Sud. Et puis vous voyez, alors vous ferez pause, vous regarderez les différentes espèces, et vous verrez que les endroits où on a trouvé ces fossiles, plus on sort d'Afrique, et plus les fossiles sont récents. C'est-à-dire qu'il y a bien une sortie d'Afrique de l'espèce humaine qui petit à petit s'est répandue dans le monde entier. Alors, je vous montre un petit dessin où on a un comparatif des différents genres de l'espèce humaine. Alors l'australopithèque, vous le voyez, il ressemble franchement à un chimpanzé. Il ressemble à un chimpanzé, même si c'est pas un chimpanzé, il était sans doute très proche. Il est petit et il est encore très proche de sa forme animale, ça se voit à sa fourrure.
Il a un crâne qui est somme toute assez petit. Et lorsqu'il va évoluer vers l'Homo habilis, et ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Homo habilis va avoir un crâne qui va grossir, que l'Homo erectus va avoir un crâne de plus en plus gros, l'homme de Néandertal aussi, et l'Homo sapiens aussi. Ce qui fait qu'en fait, depuis l'Australopithèque jusqu'à aujourd'hui, la taille de notre crâne a été quasiment multipliée par 3. Ce qui veut dire qu'on est devenu beaucoup plus intelligent. Et vous constatez aussi qu'au fur et à mesure, on s'est mis à se redresser en fait de plus en plus, ce qui est montré par le mouvement là, ce qui fait qu'on est capable de marcher et d'utiliser nos mains et d'être beaucoup plus agile. Alors ces australopithèques, comment ils vivaient? Ce sont des bipèdes, ils étaient sans doute encore capables de marcher à quatre pattes, mais la bipédie, c'est-à-dire le bipédie c'est le fait de marcher sur deux pieds, leur avait permis d'utiliser leurs mains. Donc ils étaient devenus très bons en cueillette, d'accord? Ils vivaient sans doute encore dans des forêts, mais ils ont commencé, si vous voulez, à descendre entre guillemets des arbres, à vivre au sol et à utiliser leurs mains. Ce qui est très important parce qu'ils se sont redressés. Alors vous voyez dans le genre Homo habilis, qui va suivre l'Australopithèque, et bien en fait, c'est vraiment l'Homo habilis, l'ancêtre de l'homme. Pourquoi? Parce que habilis, ça veut dire habile. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Homo habilis? C'est très simple. Homo habilis, c'est le premier animal qui est capable de fabriquer des outils. Et fabriquant des outils, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir se fabriquer des armes. Avec ces armes, il va être capable de chasser des bêtes qu'il n'aurait pas pu chasser à main nue. Donc il va pouvoir consommer beaucoup plus de viande, même si à côté il est capable de continuer à être cueilleur. Donc c'est ce qu'on appelle un chasseur-cueilleur. Il chasse et il cueille, d'accord? Selon ses besoins. Grâce à la viande, au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus fort. Il va développer sa musculature. On sait qu'il est capable d'utiliser le feu pour cuire des aliments, mais il n'est pas capable de le créer. Celui qui va être capable de le créer, c'est plus l'Homo habilis, c'est l'Homo erectus. Il est appelé erectus parce que en latin erectus veut dire qu'il s'est redressé, qui est debout. Lui, il vit complètement debout désormais, il a bien déployé sa colonne vertébrale et en fait, il commence à nous ressembler de plus en plus. Il est capable de faire des outils extrêmement développés. C'est lui qui va utiliser massivement les silex. Vous savez, les silex, ce sont ces pierres que l'on taille pour les rendre pointues ou utiliser pour créer des étincelles et donc faire du feu. Et donc cet Homo erectus, il va être capable de commencer à construire des espèces de tentes en branchage. Il va être capable de faire du feu, d'avoir des outils performants et donc des armes plus performantes. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi important? C'est parce que Homo erectus, comme il maîtrise le feu, eh bien, il peut sortir d'Afrique. Pourquoi est-ce qu'il va pouvoir quitter l'Afrique? En fait, il peut quitter les climats tropicaux. Dans les climats des tropiques, le froid n'est pas une grande menace pour les espèces type hominidés. Pourquoi? Parce qu'ils ne risquent pas de mourir de froid, surtout s'ils ont perdu leur poil, comme les Homo erectus. Or, en maîtrisant le feu, ça va permettre à l'Homo erectus, qui étant droit peut marcher loin, de sortir d'Afrique pour aller dans des régions du monde beaucoup plus froides. Et là, l'hiver, il pourra se chauffer en faisant du feu, et il pourra chasser des animaux pour en manger la viande. Il ne sera pas dépendant des baies, c'est-à-dire de ce qu'il va pouvoir cueillir sur les arbres. Quand l'hiver, il n'y a plus rien à manger sur les arbres, c'est pas grave, on peut cuire de la viande, et donc on peut quand même survivre. Donc l'Homo erectus, il sort d'Afrique et commence à peupler la planète. Ensuite arrive un homme qu'on appelle l'homme de Néandertal. Alors lui, on l'a trouvé en Europe et dans la partie est de l'Asie. On pense qu'il s'est développé de son côté à partir de l'Homo erectus. Il est extrêmement intelligent. On sait qu'il vit dans des tribus, qu'il est capable de fabriquer des abris sophistiqués. Il vit dans des climats froids. Donc il est capable de chasser des grands animaux comme le mammouth, le bison, etc. Et de vivre et de travailler en groupe. Il enterre ses morts. On a trouvé un certain nombre de cimetières. Ce qui veut dire qu'il a une conscience de lui-même, du temps qui passe, qu'il a développé des sentiments. D'accord ? Qu'il est capable d'amour et qu'il est capable aussi de regret. Bref, il a toute une panelle d'émotions qui nous rendent assez proches de nous. Il est très probable qu'il était capable de parler aussi, même si là c'est une question un peu plus délicate à trancher. Alors, le Néandertal, vous voyez à peu près représenté là, il nous ressemble quand même pas mal, même s'il a des traits un peu différents des nôtres. Alors enfin arrive l'Homo sapiens. Alors lui, il est apparu vraisemblablement il y a 300 000 ans, même si on n'est pas sûr exactement de la date où il apparaît. Tout ça ne s'est pas fait en un jour. C'est pas il y a un moment où un Homo erectus a dit tiens, je vais devenir sapiens. Alors il est appelé sapiens, pourquoi? Parce qu'en latin, sapiens, ça veut dire sage. Et sage au sens d'intelligent. Alors lui, il est comme nous.
il est capable de parler, il vit en tribu, il fabrique des outils, il est capable de s'organiser, il est capable de construire de l'habitat, il est capable de faire des outils qui sont bien plus compliqués que simplement des lances ou des pierres taillées, il va être capable de fabriquer des objets. Ce qui fait que cet Homo sapiens, c'est le premier à nous laisser des traces d'œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il est capable d'aimer le beau. Il jouait sans doute de la musique, il a sans doute chanté. C'est aussi lui qui va réaliser les peintures comme celle de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Donc, c'est un artiste, entre autres, hein. En plus d'être évidemment un chasseur, il est toujours cueilleur. Et lui, il est arrivé à notre stade de développement, même si on dit que nous on est sapiens sapiens, c'est-à-dire que notre cerveau aurait un peu évolué encore depuis 300 000 ans, pardon. Mais celui-là, il nous ressemble. C'est vraiment l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Donc il est très important de comprendre ça. Et alors, Homo sapiens, c'est lui qui va être capable de peupler toute la planète. Sur la carte que je vais montrer tout à l'heure, on ne voyait pas d'Homo habilis, Erectus ou Néandertal en dehors de l'Afrique et de l'Asie élargie. Et Homo sapiens, il va être capable d'aller jusqu'en Australie et surtout de traverser le détroit de Bering ici pour rejoindre le bout de la Sibérie pour passer dans le grand nord canadien et aller peupler les Amériques. Alors comment il a fait? On a deux hypothèses. Pardon. Soit il est parti par cabotage, c'est-à-dire il a fabriqué des petites barques et il était capable de longer les côtes parce qu'à l'époque tout le nord de la planète était gelé, il y avait de grands glaciers. Soit il est passé à pied directement à travers les glaces en chassant les animaux qui se trouvaient là. On ne sait pas exactement, mais ce dont on est sûr, c'est qu'en moins 14 000 avant Jésus-Christ, il est présent et que à partir de là, en moins 10 000 avant Jésus-Christ, il est sur tout le continent. Donc cette carte, je vous la remets ici, vous voyez. Les plus vieux fossiles qu'on ait trouvés en Amérique, c'est moins 17 000, moins 15 000. Donc il arrive relativement tardivement. Hein. Il apparaît vers 200 000 à peu près. Homo sapiens, on le trouve au Moyen-Orient. Puis après, on va le retrouver évidemment en Europe, en Asie, etc. Donc il va quand même mettre des milliers d'années, il faut bien que vous compreniez. Hein. Il met des milliers d'années à se répandre sur toute la planète. Mais une fois qu'il y est, il n'en quittera plus. Et les autres espèces, eh bien, elles ont toutes disparu. Elles ont toutes été remplacées par l'Homo sapiens, dont l'homme de Néandertal, qu'on trouvait en Europe. Alors voilà la trace écrite à noter pour ce cours, pour compléter et terminer cette première partie. Donc ça nous rappelle ce qu'est l'Australopithèque, ce que sont les hominidés. La première espèce vraiment humaine, c'est Homo habilis. Il tire son nom de son habilité, hein, il fabrique les premiers outils en pierre. L'Homo erectus, l'homme droit, quitte l'Afrique et va en Europe et en Asie. Il fait des longues distances et il s'adapte. Il a le feu, hein, n'oubliez pas, lui, et les outils. La dernière espèce, c'est Homo sapiens. Il apparaît en Afrique il y a 200 000 ans. Il va en sortir. On ne sait pas exactement comment il a traversé l'océan Pacifique. Et là, vous avez les deux hypothèses, à pied ou alors par cabotage, c'est-à-dire en se déplaçant. Voilà, je vous laisse recopier ça et je vous remercie. Au revoir.